Bonsoir. Agression dans les transports en commun, au cœur même des établissements scolaires ou braquage de commerce. Aujourd'hui, en France, ces violences sont en constante augmentation et les agresseurs sont de plus en plus jeunes. À la barre des prévenus, 2 sur 10 sont mineurs. Des collégiens, à peine sortis de l'enfance, mais pourtant capables des pires brutalités. Phénomène nouveau, les jeunes filles sont désormais de plus en plus impliquées dans les faits de violence physique. En 10 ans, leur participation aux agressions a presque triplé. Nos équipes ont mené l'enquête pour tenter de comprendre qui sont ces adolescents et ces adolescentes de plus en plus agressifs. Pourquoi sont-ils chaque jour plus nombreux à basculer dans la délinquance et la criminalité? Enfin, comment les policiers et la justice punissent-ils les jeunes auteurs d'infractions? Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi sur le terrain, à Paris et à Lyon, le travail des forces de l'ordre et des magistrats. Notre équipe a recueilli les témoignages de jeunes braqueurs, de leurs familles, mais aussi ceux de leurs victimes, parfois traumatisées à vie. Voici 90 minutes enquête, braqueurs, dealers, casseurs, enquête sur la nouvelle délinquance des jeunes, un document signé Mathieu Fauroux. Les jeunes délinquants sont sous haute surveillance. En 10 ans, la part de mineurs impliqués dans des braquages a plus que doublé. Dans la cité, tout ça, pour être un bonhomme, il faut braquer, tu vois. Des jeunes très déterminés, prêts à tout pour quelques billets. J'ai fait comme mes collègues, je me suis armé, il faut l'avouer. Ou pour voler un téléphone. C'est pire. C'est comme si on te mettait un pistolet sur la tempe en me disant si tu fais pas ce que je te dis, je te bute. Bande de filles violentes dans le métro. Enfants des cités enrôlés par les dealers. Par mois, un guetteur peut se faire 2000 €. À 15 ans, je vois pas l'intérêt d'aller à l'école. Jeunes casseurs capables des pires violences. J'ai aussi que c'était normal de mourir dans nos rues, à coups de sabre et couteau. Qui sont ces gamins qui ne craignent plus la police? Pourquoi passent-ils à l'acte aussi jeunes? Enquête sur les nouveaux ados délinquants. La gare du Nord à Paris, première station d'Europe. Chaque jour, un demi-million de passagers empruntent ses couloirs. Ces galeries sont aussi devenues le lieu de rassemblement préféré de groupes d'adolescents venus de toute l'Île-de-France. Ils ont entre 13 et 18 ans et leurs après-midi, ils les passent sur les quais plutôt que sur les bancs de l'école. Des garçons et désormais des bandes de filles violentes. Sur Internet, ces groupes d'ados ont même leur blog. Def Mafia, GDN, alias Gare du Nord et les bannes à danger des filles. Par blog interposé, ces petites bandes s'insultent et se provoquent. La gare est leur terrain d'affrontement. Rixes, bousculades, dans les couloirs, les disputes d'ados peuvent très vite déraper en violence incontrôlée. Ce sont des scènes d'émeutes auxquelles des milliers de voyageurs viennent d'assister. Mars 2007, un contrôle de billets dégénère en bagarre. Des jeunes se massent dans la gare, l'altercation vire à l'émeute. Pendant de longues heures, plusieurs centaines de jeunes affrontent la police et saccagent les lieux. Dégradation, pillage de magasins, incendies et agressions de passagers, une vague de violence emporte la gare du Nord. Il faudra la fermeture totale de la gare pour rétablir l'ordre. Depuis, les lieux sont sous vigilance constante. Samedi après-midi à la BRF, la brigade des réseaux ferrés de la préfecture de police de Paris. Pour ces policiers, le jour le plus sensible en gare du Nord. Avant le départ en patrouille, le capitaine briefe ses hommes. Nous avons nos amis d'Épinay, donc à savoir ceci, si lorsque vous serez en civil sur secteur, vous risquez de les retrouver à quai, en regardant ce qui se passait avec un bâton, en attendant la victime au coin du bois, si on peut dire. Un groupe d'adolescents armés s'en prend aux voyageurs pour voler portables et sacs à main dans le RER. Autre inquiétude de la police, les groupes de filles de plus en plus nombreuses dans la gare. Concernant aujourd'hui un dispositif un petit peu particulier, d'identifier des jeunes filles qui appartiennent aux bandes que vous connaissez. Pour repérer ces bandes, les effectifs de la BRF se déploient dans la gare. En uniforme ou discrètement en civil, ils surveillent les groupes d'ados. Un suspect dangereux sur vous? La présence de ces jeunes squatteurs inquiète les voyageurs, alors les policiers contrôlent leurs identités pour prévenir tout débordement. Ça peut commencer à 13 ans, ça commence à 13 ans. Jusqu'à 17, 18 ans. Du vol de téléphone, c'est-à-dire surtout des bagarres, on a pas mal de problèmes de bagarres. Surtout quand ils s'alcoolisent. Un petit peu plus tard dans la soirée, ils commencent à devenir un peu plus virulents. Et donc, ils se battent régulièrement entre eux.
Des jeunes violents et qui sont équipés pour la baston. En les fouillant, les policiers font souvent des trouvailles étonnantes. Ça va être des armes blanches, ça va être des lames de rasoir, ça va être des couteaux, ça va être des petites gazeuses, même des grandes gazeuses. 18h, comme tous les samedis, une bande d'ados s'est rassemblée devant un commerce de la gare. En pleine heure de pointe, ces regroupements présentent un risque. Les policiers agissent immédiatement pour les déloger. Certains des cadres, ça fait quand même 2-3 fois qu'on les voit. On va leur faire comprendre qu'il va falloir qu'ils circulent. Plus inquiétant, certains de ces mineurs sont des délinquants éprouvés. Dans le groupe, les policiers reconnaissent cet adolescent. À 15 ans, il est déjà bien connu de la justice. T'as dit que t'es connu pour vol-violence. T'as volé quoi? Des sacs. Ah, des sacs. Il y a quoi dans le sac? Je sais pas. Ouais, t'en fais quoi après? Pour réponse, un sourire insolent. Son camarade, encore plus jeune, joue l'ignorant. La première fois que je me fais contrôler, la première fois. Tout à l'heure, ça faisait déjà 3 fois. Mais là, hier, t'étais ici aussi. T'as rien fait pendant toute l'après-midi, t'étais ici. Aujourd'hui, toute l'après-midi, t'étais ici. Tu vas avoir une amende. C'est pas par les moments qu'ils vont payer, ils vont être contents. Les jeunes seront verbalisés par la SNCF. 45 € d'amende, la seule menace légale pour les déloger. À l'autre bout de la gare, les policiers en civil viennent de repérer plusieurs bandes de filles. Avec leurs vêtements colorés, elles débarquent de différents quartiers des banlieues. On a un petit groupe de gonzesses là, juste à côté du Foot Locker. Là. Elles sont une dizaine quoi. Elles se mettent en place apparemment, là. Elles sont une quinzaine et voilà, quoi, on reste en attente à voir ce que ça va donner. Si elles sont surveillées d'aussi près, c'est que ces demoiselles très apprêtées se transforment parfois en redoutables combattantes. La présence de ces béquilles n'a rien à voir avec une jambe cassée. C'est tout simplement leur arme préférée pendant les bagarres. Ça peut occasionner des problèmes quoi. Essentiellement des histoires de cœur et puis sinon des rivalités entre telle et telle ville, telle et telle commune. Mais comme pour les garçons, pas question de laisser exploser les rivalités. Les filles sont immédiatement contrôlées. La semaine dernière, elles se sont battues ici. On a fait une série d'interpellations. Aujourd'hui, on avait un dispositif qui a été mis en place pour les identifier. On en a identifié certaines. Ça va être un travail de longue haleine. Vu le nombre de policiers cet après-midi, les filles ne s'attardent pas dans la gare. Les bandes repartent aussi vite qu'elles sont arrivées. La journée se termine à la gare du Nord. Au commissariat, une dernière affaire attend les policiers. Ce groupe de mineurs vient d'être interpellé en flagrant délit d'agression sur une jeune femme. Des ados qui raquettent les passagers, ce n'est pas rare dans les transports. Ils ont volé un iPhone et t'as 2 autres mecs aussi qui sont recherchés pour des violences. Un smartphone, mais aussi de nombreux portables et ses couteaux de cuisine, pas vraiment indispensables dans le métro. Pourtant, même pris avec ces armes, les jeunes continuent à se justifier. La première chose qu'ils déclarent quand on leur demande mais à quoi ça te sert, c'est pour se défendre en général. Ils vous diront jamais que c'est pour agresser, donc, mais c'est souvent pour menacer. Donc on se retrouve dans des cas d'extorsion. Donc ils agissent sous la menace d'une arme. Donne-moi ton portable, sinon je te plante ou ce genre de choses. Ce petit groupe est embarqué pour être interrogé. Plusieurs d'entre eux sont des récidivistes. L'année dernière, plus de 8500 faits de violence ont été relevés dans les réseaux ferrés parisiens. Mais à force de traîner dans les gares ou dans la rue, une autre délinquance guette ces adolescents. Le trafic de drogue. 21h dans une cité sensible de la Seine-Saint-Denis. Du Mont-d'Urville sur Sevran, derrière un scooter. Les policiers de la BAC départementale viennent de prendre en chasse ce jeune qui a brûlé un feu rouge. Vas-y. Le conducteur est âgé d'à peine 16 ans. Les policiers le soupçonnent de transporter de la drogue. Ouais, Martin Luther King. L'ado est lancé à pleine vitesse et refuse de s'arrêter. Martin Luther King, toujours ballongé. Malgré son jeune âge, il est très déterminé. Vas-y, serre-le. Faut pas le serrer, il va se t'offrir. Ben non, je sais. Putain, mais c'est pas possible. On s'amuse avec nous. Arrête-toi, merde. Ultra mobile, le jeune réussit à semer les 3 voitures lancées à sa poursuite. C'est bon, il a rangé, c'est terminé. Ah ouais, c'est terminé. Pour cette fois, le jeune délinquant a gagné. Soit probablement il doit être volé, ou soit la personne est peut-être chargée, puisqu'il est quand même sorti d'un point de deal pour se rendre dans une autre cité. Il a gagné aujourd'hui, demain il perdra, c'est pas grave. J'ai les boules. La Seine-Saint-Denis, l'un des départements en tête de la criminalité française. Phil, Stéphane et Mathieu forment une équipe de la BACDEP, la brigade anticriminalité départementale. La priorité de ces policiers, une minorité de jeunes déscolarisés qui empoisonnent la vie des habitants. Ils ont entre 14 et 25 ans, dealers ou guetteurs enrôlés très jeunes dans le business de la drogue, une spécialité du département.
18h, la patrouille est appelée en renfort au Baudot, une cité très sensible du 93. Ah merde. Putain, de l'autre côté. Des policiers viennent d'être agressés par 2 jeunes dealers. Pour les prendre par surprise, l'équipe part à pied. Dans la cité, l'ambiance est tendue. Une patrouille vient d'interpeller les adolescents. Ils sont immédiatement ramenés à l'abri d'un hall pour être palpés. Le jeune trafiquant est installé sur sa chaise. C'est là qu'il passe ses journées à servir confortablement ses clients. Mais aujourd'hui, c'est un policier qui lui a rendu visite et le dealer lui a mis un coup de poing. Les policiers ont investi le hall. Surprise, malgré leur présence, les consommateurs continuent à affluer, comme ce jeune homme au milieu venu pour acheter de la drogue. Ce monsieur est un acheteur. Malheureusement, la police est là, donc il va repartir au bout. Ah, monsieur? Ah, vous allez repartir, hein. Ok. Allez. Allez-y, monsieur. Ce trentenaire repart les mains vides. Ce soir, il ne sera pas servi par les trafiquants. Vous pouvez faire, vous mettez comme ça. Stéphane part inspecter les parties communes. Ici, les jeunes dealers sont chez eux. Ils ont même transformé les escaliers en atelier pour préparer la drogue. Des sachets de conditionnement. Soit ils s'en servent pour compacter ici la résine. Ça, c'est les paquets de cigales qui sont découpés comme ça. Ils font des petits carrés avec. Ici, là. Et ça leur fait leur filtre pour fumer leur joint. Donc il y en a là, Donc vous voyez, ça fume à tous les étages, quoi. La nuit tombe sur le quartier. Les policiers extraient les dealers de la cité. Une opération délicate. Les agents sont sur leur garde. Ils sont souvent la cible de projectiles venus des hauteurs. Un verre, un peu de moutarde, un peu de mayonnaise. Tout ce qui peut leur venir, une pomme, une poire, une banane, tout ce qu'ils ont dans les mains. Si les policiers sont visés par les trafiquants, c'est qu'ils dérangent le business des dealers. Ces halls d'immeubles servent d'épicerie de la drogue, ouverte à toute heure. La Seine-Saint-Denis compterait une centaine de points de vente comme celui-ci. Alors pour stopper le trafic, la BAC multiplie les contrôles. C'est un contrôle de police. Pas de cheat, rien. Ils ciblent les voitures d'autres départements car les clients viennent parfois de très loin pour s'approvisionner ici. Dans ces cités, les barrettes de cannabis circulent librement dans les coffres ou les blousons. Monsieur, police nationale. La BACDEP patrouille dans tous les quartiers, même les plus chauds, où les menaces sont taguées sur les murs. On arrive à la cité des 3000, où le poste de police a déjà été cramé plusieurs fois. Et c'est une cité assez sensible quand même. Il est contrôlé, descendre, mettre pied à terre, c'est pas évident. Parce que vous avez tout de suite une cinquantaine de jeunes qui arrivent au cœur de la cité. On sait qu'on doit faire très attention, quoi. Très attention. Les policiers le savent, dans ces cités, la situation peut très vite dégénérer. Souvenez-vous, en 2005, de violentes émeutes avaient ravagé la Seine-Saint-Denis. Tout part de Clichy-sous-Bois. Des adolescents sont poursuivis par des policiers pour un vol sur un chantier. 2 jeunes se réfugient dans un transformateur EDF et meurent électrocutés. L'incident choque le quartier, les banlieues s'enflamment et l'incendie se propage à toutes les grandes villes françaises. Pendant plusieurs semaines, des jeunes affrontent les policiers chaque nuit. En Seine-Saint-Denis, les dégâts se chiffrent en dizaines de millions d'euros. Depuis, les jeunes délinquants du 93 sont sous haute surveillance. 18h30, l'équipe de fil vient de repérer cet individu suspect. Vous avez vu le monsieur là tout à l'heure, qui était sur notre gauche, un Européen avec casquette noire, toxicomane. Une possibilité qu'il aille chercher de la blanche, enfin la cocaïne. L'homme se dirige vers le hall d'une tour bien connue des policiers. C'est un important lieu de deal dans la cité. La patrouille se met en planque pour intercepter le client et soudain... Il va sortir bientôt. C'est lui, il est là le monsieur. Voilà. La gare est toute proche, les policiers l'interceptent avant qu'il puisse quitter la cité. Monsieur, bonjour, c'est la police nationale. C'est un contrôle de police. Pas de drogue, rien du tout. Monsieur, c'est une question que je vous pose. Si c'est moi qui trouve, attention. D'accord? C'est d'où vous venez, hein? Voilà, on vous a vu. J'étais été cherché. Ouais. Pas les 25? Ouais. Les policiers vont droit au fait, mais le client prétend n'avoir pas été servi par les dealers. Non, de l'argent. Non, du liquide. Mais comment vous allez payer, monsieur? Parce que le mec là, il me prend des chèques. Non, monsieur. Non, ils ne prend pas de chèque. Mais attendez, monsieur. Non. Donc là, vous êtes en train de nous mentir. Vous allez déposer le sac, vous allez déposer sur le véhicule. Les réponses de l'homme sont confuses, mais les policiers en sont convaincus. Il vient de faire ses courses en drogue. Au bout de quelques minutes, il trouve ce qu'il cherche. C'est quoi? Une galette.
Donc soit c'est quoi? C'est une galette de crack ou c'est de l'héros? Du crack? C'est vous l'avez? Sous la langue. L'individu est embarqué, les hommes de file sont très inquiets. Ce qu'ils viennent de découvrir avec ce toxicomane, c'est que la pire des drogues a débarqué dans le secteur. La pipe, on a le filtre pour la consommation, la lame de rasoir et la galette de crack. C'est la première fois que j'en fais ici. Ouais, le crack, un résidu très toxique de l'héroïne. Une fois accro, les toxicomanes sont prêts à tout pour s'en procurer. C'est vraiment la pire des drogues qui existe à l'heure actuelle. Puis oui, j'espère qu'ils sont surtout pas prêts à faire n'importe quoi pour avoir leur galette, quoi. Surtout ça, tout ce qui vient justement, comme là, on vient d'entendre un vol arrache de sac dans le secteur où on était. Plus surprenant encore, en interrogeant le toxicomane, les enquêteurs apprennent qu'il a été servi en crack par des adolescents. Ils sont dans le wall, la plupart ce sont des mineurs, hein. C'est renversement des valeurs, effectivement, le petit qui veut grandir plus vite et qui, pour avoir des profits et pour gagner de l'argent donc en fin de mois, vend de la drogue aux adultes. Car vous allez le voir, désormais dans les cités, ce sont les mineurs qui vendent la drogue. Le lendemain, nous rencontrons le lieutenant Prévost, le chef de la BAC départementale. L'officier vient d'apprendre un événement désormais banal. Un très jeune homme vient d'être arrêté avec une importante cargaison de cannabis, valeur marchande 1000 €. L'âge du dealer a de quoi surprendre. Il a 17 ans, et il a été interpellé Ils ont 16 et 17 ans. la semaine dernière, au même endroit, pour la même chose. Récidiviste, le dimanche dernier. Il faut croire qu'ils n'ont pas compris. Peut-on lutter contre les vocations? Ce mineur est déjà connu des services de police. Les agents décident de perquisitionner son domicile à la recherche d'un éventuel stock. La maman du jeune est prévenue. À la vue de son fils menotté, elle n'est même pas surprise. Qu'est-ce que tu as mis hier? Je n'avais pas dit que tu étais dans quelque chose de louche. Je suis dans rien là. Mais je t'ai pas dit. Quoi? On arrête de parler, on va faire de... On va faire l'interpellation. C'est monsieur qui décide. Pour la mère, c'est clair, son fils est impliqué dans le trafic de drogue. C'est elle-même qui guide les policiers vers sa chambre à coucher. D'accord, très bien madame. De toute façon, si je peux vous aider, je vous aide. Hein. Asseyez-vous, jeune homme. Je sais ce que ça veut dire. Tu n'es jamais là à la maison. Les policiers fouillent la chambre de l'adolescent à la recherche de cannabis. Mais les caches sont dans les halls d'immeubles. Ici, ils ne trouveront rien. Dans la pièce voisine, le lieutenant s'entretient avec sa sœur et la maman. Ça fait longtemps qu'il fait un petit peu n'importe quoi. Si ça peut lui mettre un peu de plomb dans la tête et puis le faire grandir un peu, ça serait bien. Des fois, on me dit, je sais pas, ma mère, elle a transféré l'information, il veut pas, il Il veut rien faire, quoi. Pour lui, c'est la cité qu'on fait. Ouais, c'est ça. La vraie vie, c'est la cité, quoi. Son cas n'est malheureusement pas isolé. Des mères désemparées face à leur enfant qui sèche l'école, le lieutenant en rencontre souvent dans les cités. Il est déscolarisé depuis la 4e. Hein, donc le père ne vit plus ici. Donc j'allais dire malheureusement c'est un peu le schéma classique. Et la sœur nous disait que donc sa mère ne lui donne pas d'argent aux jeunes. Et pourtant vous avez vu il a des chaussures de marque. Il s'habille avec de la marque, donc cet argent il le trouve bien quelque part. Cet argent, c'est dans le trafic qu'il le trouve. Les mineurs sont au cœur du business de la drogue, payée à la journée. De 40 à 80 € pour un guetteur, un salaire net d'impôts, évidemment. Dans la cité, on les appelle les choufs, des enfants qui avertissent les dealers quand la police arrive. Leur âge, 17 ans maximum. Si c'est un chouflou. Tu vois, ils sont assis sur la poubelle. Ils sont pas vieux ceux-là non plus. Hein. Tout ça c'est des guetteurs, tout ça c'est des choufs. Ces ados se relaient jour et nuit, jusqu'à 15 par tour. Un réseau d'alerte efficace contre les descentes de police. Alors ça se passe au fond là-bas. Voilà, le monsieur avec le bonnet blanc et noir là, qui a signalé notre présence. Là il y a un autre guetteur, celui qui part à la casquette noire, hein, et les faits se passent dans le haut là, au 12. C'est une société, hein, je veux dire, c'est une entreprise. Ils fournissent le scooter pour faire les rondes, ils fournissent le casse-route quand même, et puis ils savent à quelle heure ils sont relevés. Hein. Ce soir, les jeunes guetteurs sont déjà en place. La voiture de police a beau être banalisée, elle est signalée dès son arrivée. La personne à notre vue va fermer la porte. Ça a sifflé. Voilà, ça siffle là. Ça siffle. Derrière la porte, le dealer remonte se cacher avec la drogue. Dans la cité résonne le cri d'alerte des guetteurs. Alors les riverains se retrouvent coincés. Le hall est verrouillé. Tout simplement parce qu'il y a notre présence policière. Les jeunes tiennent l'immeuble. Ah, la porte est sourde. Il n'y a plus de danger pour eux. Monsieur,
Bonjour, contrôle d'identité. Pas de pièce d'identité. Vous faites quoi là? Je galère. Vous galérez? Très bien. 17 ans. 17 ans? Lorsque j'arrive, monsieur. 17 ans, ce guetteur est mineur et le plus étonnant, c'est qu'il n'est même pas du quartier. Chaque matin, il parcourt 10 km pour protéger cette tour. D'accord? C'est faux, on m'avait pas entendu crier, j'ai pas crié. Le jeune homme a rejoint la petite armée des enfants du pavé, enrôlés par des dealers pour faire tourner les PME de la drogue. Aussi bien les guetteurs que ceux qui tiennent le point sont de plus en plus jeunes. Quand on sait par mois, un guetteur peut se faire 2000 €, à 15 ans, je vois pas l'intérêt d'aller à l'école. Mais ils nous disent, bon, on gagne plus que vous. On est dans la cité, on gagne plus que vous, moi j'ai 16 ans. 23h, dans ce hall, le trafic a déjà repris. Les policiers interviennent à la demande des habitants. Ce soir, les jeunes sont plus nombreux, mais toujours aussi indifférents à la police. Son café en main, ce guetteur sort tranquillement prendre l'air. J'ai vu hier, monsieur. Donc là, aujourd'hui, vous êtes encore là. Alors que vous y habitez pas, je comprends pas. Pourquoi vous êtes là dans le hall, à filtrer les entrées là? Vous ne savez pas. Très bien, ok. Évitez de squatter les halls là, monsieur. Phil ne se fait aucune illusion. Demain, il retrouvera ses ados au même endroit. Business oblige. À demain, monsieur. On les a fait je sais pas combien de fois, mais ils sont toujours présents. Dès qu'on est parti, le quart d'heure qui suit, il y a déjà du monde qui s'est remis en place. Parce qu'il faut faire tourner la machine. Ça s'arrête jamais, c'est le business. Au fur et à mesure qu'on les fait, à un moment donné, ils tombent. Même si d'autres se relèvent, peu importe. On casse le business, on casse le marché. Et on est là pour ça, pour détruire le marché. Pour casser le trafic dans les cités, la BAC lance chaque mois des opérations coup de poing contre les dealers. Ce matin, le lieutenant Prévost a réuni tous ses hommes pour mettre fin à un trafic dans la commune de Clichy-sous-Bois. Cet individu, pourquoi? Cet individu est impliqué dans le trafic. Ces policiers déguisés en jeunes de banlieue vont être infiltrés au cœur de la cité et se faire passer pour des clients. 20 hommes sont mobilisés pour stopper le trafic dans un hall. C'est le point de deal de cité classique, j'allais dire, celui qui enquiquine la vie de tout le monde. Ça a été fait il y a quelques temps, on lâche rien et on refait encore ce hall et ces individus. Ces derniers jours, cette cité est sous la surveillance des policiers. Depuis une cachette en hauteur, ils observent discrètement les allées et venues des dealers. Ils vendent du cannabis directement dans la rue, au vu de tous dans le quartier. Le chef du réseau a été identifié. Il s'agit de ce jeune homme qui circule sur un vélo rose. Les policiers sont maintenant prêts à interpeller les trafiquants. Top interpellation, je réitère, top interpellation. 16h, le top de l'opération est donné. Les voitures de police foncent vers le hall de l'immeuble. Le chef des dealers vient de s'enfuir. Il y a un scout qui part là, ça part sur la droite, En un instant, les policiers plaquent ses complices au sol. Ils sont âgés d'à peine 20 ans. L'intervention n'a duré que quelques minutes. L'effet de surprise a fonctionné. Les jeunes dealers n'ont rien vu venir. Sur eux, les policiers saisissent des dizaines de barrettes de cannabis et des pochettes d'herbe. Ne manque que le chef du réseau qui s'est enfui au début de l'opération. Les policiers tentent alors un coup de poker. Ouais, pour hôtel, c'est ça. Rentre à la maison, tout le monde en voici. L'équipe simule la fin de l'opération et rentre au commissariat. En fait, les enquêteurs pensent que le dealer va revenir vendre dans le hall, incapable de résister à l'appât du gain. Le lieutenant a laissé des hommes dans la planque. Depuis leur cachette, ils continuent à observer l'immeuble et à l'informer. Au commissariat, l'attente commence. On a bien des juges qui arrivent sur place. Et soudain, la nouvelle tombe, le dealer au vélo est de retour. L'individu repéré, il semble que ce soit l'objectif, le dernier objectif. Leur stratégie a fonctionné, les policiers foncent vers la tour. Ils ont pas les ranins, il y a un des mecs qui vient de se barrer, le vélo s'est barré dans le centre commercial. Face au hall, dans ce centre commercial, les policiers viennent de repérer le vélo du dealer. Le trafiquant est interpellé. Le vélo, c'est lui. Allez, tu me cherches tout de suite. L'opération est un succès. Un point de deal comme celui-ci peut rapporter jusqu'à 5 000 € par jour aux jeunes trafiquants. Devant les juges, ces dealers risquent jusqu'à 10 ans de prison. Cette délinquance juvénile fait aujourd'hui son entrée à l'école. Collèges et lycées ne sont plus épargnés par la violence. Un lycéen passé à tabac à l'intérieur même de son établissement. Cela s'est passé cet après-midi à Vitry-sur-Seine. Matinée sous haute tension au lycée Auguste Chériou. La veille, un jeune de 14 ans a été agressé à coups de couteau.
En pleine récréation, 7 jeunes garçons cagoulés surgissent armés d'un pistolet d'alarme, de bombes lacrymogènes et d'un couteau. Ils poignardent leur victime avant de s'enfuir. Ses camarades sont encore sous le choc. Ils l'ont pris, ils l'ont gazé, ils l'ont mis au sol, ils ont tiré une balle ici dans l'oreille et une sur la joue. Ils ont sorti des matraques télescopiques, extincteurs. C'est passé très vite, hein. En 2000 chrono, c'était fini, 15-16 ans. 15-16 ans. Ouais, c'était des jeunes, hein. C'était du même âge que la personne. Comme souvent, ce déchaînement de violence a commencé par une histoire banale, digne de la guerre des boutons. Une rivalité oppose les jeunes de l'Aille-les-Roses à ceux de Thiais, alors les agresseurs ont choisi au hasard une victime de cette commune. Les jeunes assaillants ne sont même pas scolarisés ici, mais le parc mesure 40 hectares et ce ne sont pas les accès qui manquent pour rentrer. Vu le monde qu'il y a, ça arrive tous les jours, il y a de la violence. Hein. Si quelqu'un veut rentrer et veut tuer une personne, ben, il rentrera, il arrivera, dans tous les cas. Des élèves inquiets et des enseignants révoltés dans ce lycée troublé par des violences inacceptables. Devant le rectorat, ce qu'ils réclament est simple. Les surveillants, les enseignants, et maintenant! Plus de surveillants car à Cherriou, l'autorité des adultes est défiée tous les jours. Avant le poignardage, plusieurs incidents graves avaient déjà alerté les professeurs. Il y a eu un collègue qui a été projeté contre une porte il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un élève qui a été également agressé dans le gymnase par des individus de l'extérieur. Il y a des enseignants qui s'enferment dans les classes parce qu'ils ont peur que des jeunes rentrent de l'extérieur. En quelques mois, c'est la 3e agression qui frappe les lycées du Val-de-Marne. Violente agression contre un élève hier. L'agression lundi d'une surveillante. Violence scolaire, très inquiétant lui aussi. Aujourd'hui, le collégien de Cherriou est sorti de l'hôpital et ses agresseurs mis en examen. Des jeunes âgés d'à peine 16 ans. Mais il y en a que l'âge des auteurs n'étonne pas. Ce sont les commerçants voisins du lycée. Ces derniers temps, ils sont devenus la cible de jeunes braqueurs des cités alentours. À Vitry-sur-Seine, le phénomène a pris une ampleur inédite. Difficile de trouver un commerce de la commune qui n'ait pas été attaqué. Les commerçants se sentent totalement dépassés. J'ai été braqué 3 fois. Il y a Lidl qui est par là qui s'est fait braquer également. Il y a la pharmacie également. Il y a Formule 1 également. Par ici, c'est pareil. Il y a un libraire qui s'est fait braquer. Il y a aussi un restaurant. Enfin, c'est sans arrêt dans le quartier. Ça fait peur malgré tout parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus d'insécurité nulle part. Partout en France, les vols à main armée s'envolent. Plus 20% en 2009. Leurs auteurs sont de plus en plus jeunes. Derrière un braquage sur 4, on trouve désormais un mineur. Les banques sont devenues ultra sécurisées, alors pour obtenir du cash rapidement, ces délinquants s'en prennent au commerce de quartier. Et les premières victimes de ces jeunes très déterminés, ce sont les buralistes. Cigarettes, journaux ou briquets, ici les clients payent tout en liquide. Conséquence, à la fin de la journée, les caisses des buralistes sont pleines de cash, les braqueurs se sont passé le mot. Cette année, Marc a été braqué 3 fois en quelques semaines. Le scénario est toujours le même. Il est arrivé, il est rentré comme un client normal. Et comment dirais-je, il s'est adressé à moi en me demandant 2 paquets de cigarettes. Il a fait mine de défaire son sac à dos qu'il avait et de chercher de l'argent à l'intérieur et en fin de compte de sortir d'argent. Donc c'est là qu'il a sorti, je vous dis, un couteau d'une trentaine de centimètres et puis il m'a demandé la caisse. Moi j'ai rien pu faire quoi. Un garçon âgé d'une vingtaine d'années qui repart à chaque fois avec son butin, en tout 1 900 € à la barbe du commerçant. Marc est excédé, alors désormais sous son comptoir, voilà ce qu'il garde à portée de main, un pistolet. J'ai fait comme mes collègues, je me suis armé, il faut l'avouer. C'est un 9 mm fatball. J'ai ça qui est en fictis. C'est ni plus ni moins qu'une réplique ça. Moi j'ai de quoi me défendre. Pour le moment il est démonté. Parce que suite à ce que m'a dit la police, mais bon je suis tout à fait prêt à le remonter, à m'en servir. En tout, 3 armes à feu pour protéger ses cigares et sa caisse, un attirail qui peut sembler disproportionné face à des gamins. Pourtant, selon notre enquête, de plus en plus de buralistes le suivent dans cette dangereuse escalade. Peu de buralistes avec qui j'ai pu discuter aussi bien sur Vitry, Ivry, Choisy, les alentours, quoi. Oui, ils sont très en colère. Et les 3/4 se sont armés. Alors qui sont ces jeunes qui font peur aux commerçants? Et pourquoi se lancent-ils sans réfléchir dans des actes aussi graves? À quelques kilomètres de Vitry-sur-Seine, nous avons rendez-vous avec Brice. À 20 ans, il a pris d'assaut une bijouterie. Arrêté en flagrant délit, c'est en prison qu'il a soufflé ses 21 bougies. Il y a quelques semaines, Brice a retrouvé sa liberté. Ce soir, il rencontre son avocat pour faire le point sur son procès. Vous allez bien? Brice n'était pas connu de la justice. Du jour au lendemain, sans préparation, il s'est lancé dans le vol à main armée.
Et il n'est pas le seul, des ados braqueurs, maître Lucas en a plein ses étagères. Ces dossiers-là, c'est pour l'essentiel des vols à main armée, petits commerçants, bijouterie, buralistes, tous commis par des mineurs ou des jeunes majeurs de moins de 21 ans. Les vols à main armée, ça devient à la mode. En tout cas, une certaine banalisation, c'est certain. Une banalisation très inquiétante car le vol à main armée est un crime passible de la cour d'assises. Pour une poignée de billets, ces jeunes risquent donc 20 ans de prison. Cette peine, Brice n'y a pas pensé une seule seconde. Avec un complice, il s'est lancé tête baissée dans un braquage totalement improvisé. Une attaque commise en pleine heure de pointe dans ce centre commercial. On s'est caché ici, le temps d'enfiler nos cagoules, gants, tout ça, flingues. Et ensuite, on s'est dirigé vers la galerie du centre. Un pistolet factice à la main, les deux jeunes gens rentrent tranquillement dans le centre commercial, direction cette grosse bijouterie. Arrivé à ce niveau-là, on a croisé un vigile, il a compris direct. Mon pote, il lui a dit chut, ne dis rien. Avant même de braquer, les jeunes ont donc été repérés. Des professionnels auraient fait demi-tour, mais les deux têtes brûlées courent au contraire, piller les rayons du magasin. Il a dit à la vendeuse d'ouvrir la vitrine, qu'il allait pas lui faire de mal et tout. Et puis elle a ouvert, je suis venu, j'ai commencé à charger et tout. Au deuxième chargement, j'ai entendu police ne bougez pas. Je me suis retourné et j'ai vu les policiers, ils arrivaient dans cette direction. Les deux jeunes sont immédiatement arrêtés. Avec le recul, Brice regrette son geste. Pourtant, dans la cité où il a grandi, la figure du braqueur continue de faire rêver les plus jeunes. Tu vis dans un monde où tu vois que des beaux trucs, des belles voitures, des beaux habits, tu vois des gens qui sont aisés. Et tu te dis pourquoi eux et pas moi, tu vois. Les jeunes d'aujourd'hui, t'as vu, ils sont fascinés par les grosses facettes du banditisme comme Pablo Escobar, Jacques Messrine, Ferrara. C'est ces gens-là qui avaient le monopole, qui avaient du fric quoi en quelque sorte. Ils rêvent de la grande vie, tout simplement. Alors pour imiter leurs idoles, ces gamins des cités montent au braquage, même très jeunes. Dans certains quartiers, c'est devenu un rite de passage. Faut pas oublier que t'as vu, c'est des enfants aussi. Le fait d'être en groupe, la cité, l'engrenage. Dans le jargon, dans la cité, tout ça, pour être un bonhomme, il faut braquer, tu vois. Ou faut vendre de la drogue, tu vois. Il n'y a plus d'âge. Un petit de 12 ans qui avait braqué une station essence, juste en bas de la cité et tout. C'est ça la folie, c'est que même jeunes, ils ont pas peur, ils sont très déterminés, très déterminés. Pour ces gamins très déterminés, la frontière est mince entre le vol pour l'argent et la violence gratuite. Novembre 2009, une société annonce un lâcher de billets de banque en pleine rue à Paris. 40 000 €, une idée folle en pleine crise. La somme attire des milliers de personnes. Très vite, la situation dérape. On va rien avoir, on va pas voir de tout. L'opération vient d'être annulée. Sortant de la foule, quelques dizaines de jeunes casseurs entrent en scène. Le coup de pub vire au coup de poing. La situation dégénère en émeute d'une rare violence. Une scène de guérilla à 2 pas de la Tour Eiffel. Ces images ont choqué les Français. Bus caillassés, voitures de police retournées, des bandes de jeunes furieux se déchaînent, frappant au hasard les passants comme Lilian, ce jeune homme roué de coups sur ces images. Nous avons retrouvé le garçon victime de cette journée de violence. À l'époque, ce jeune provincial profite de ses premiers jours à Paris où il a décroché un job. Il était venu pour voir l'argent tomber du ciel, mais l'espoir va tourner au cauchemar. La manifestation de distribution d'argent a été annulée. Ça s'est su par le bouche-oreille petit à petit. Et ensuite, les mouvements de foule, par la déception. Et par souci de sécurité, on va dire, je me suis dit autant rentrer parce que ça va dégénérer. Et ça n'a pas loupé. Quelques minutes plus tard, il est emporté par la foule et violemment pris à partie par 2 jeunes casseurs. Les adolescents le renversent au sol, le piétinent puis le frappent à coups de marteau brise-glace tout en filmant leurs méfaits. Cette terrible image a fait la une de la presse. Un mois après, Lilian se souvient de cette scène qui hante encore son sommeil. Les jeunes sont en train d'attaquer la voiture. Moi, je me situe à peu près dans le coin à droite. Là, il y a une personne qui se fait raccompagner gentiment. Lui, il a eu la chance, au moins. Moi, un peu moins. On me voit juste après
à ce moment-là. Outré par les pillages, Lilian tente de raisonner les casseurs. Cette intervention imprudente va causer sa perte. Un jeune le retient par son sac, son âge 17 ans. Mon agresseur commence à s'attaquer à moi avec son petit marteau, les deux autres également. Ça a été quand même violent, ça a duré quand même donc 5 secondes, mais 5 secondes quand on est en train d'attendre que ça passe, c'est très très long. 6 contre 1, violence gratuite, on en profite, on se défoule. Les jeunes émeutiers se défoulent, Lilian lui est grièvement blessé. Transporté à l'hôpital, il s'en sortira avec un pied cassé et plusieurs points de suture. Aujourd'hui, Lilian est un jeune homme méfiant. Quand il croise des groupes d'adolescents, il préfère changer de trottoir. Le fils de Yamina s'est lui aussi retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Adrien a été sauvagement assassiné, massacré à coups de sabre et de couteau par une dizaine de jeunes. Sa seule faute, s'être fait embarquer au milieu d'un règlement de compte dans une cité du Val d'Oise. Adrien venait d'avoir 18 ans. Il est rentré de chez son employeur parce qu'il faisait froid, il lui a dit de rentrer. Il me dit je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Enfin pour lui, il allait voir un pote. Il m'a dit bonne journée maman, je t'aime maman. Et depuis j'ai pas revu. L'histoire a dévasté la communauté de cette paisible banlieue pavillonnaire. Ici, tout le monde connaissait Deb Deb, son surnom dans le quartier. Avec ses amis, Adrien avait monté un groupe de rap. À leur manière, ils lui rendent un dernier hommage. Il s'est passé un truc de fou, j'ai appris des balles d'un poteau d'un frère, mort sur les coups. Deb Deb, tu vas nous manquer, Wallah. T'es parti trop tôt, fausse pas ton gravé à jamais car tu faisais partie des bons. Hommage à Deb Deb jusqu'à la mort, un vrai soldat. Hommage à Deb Deb jusqu'à la mort, un vrai soldat. Yamina refuse d'oublier ce qui est arrivé à son fils cet après-midi-là. Avec ses proches, elle a monté un collectif pour faire vivre sa mémoire et interpeller les politiques sur cette affaire. C'était un bon gars, c'était un gars très bien, très loyal, très franc, j'arrête pas de le dire mais je le dirai jamais assez. Ce qui est arrivé à Adrien, je le répète, demain peut arriver à votre enfant. Comme si c'était normal de mourir dans nos rues à coups de sabre et couteau. Alors pour que de telles violences ne se reproduisent pas, la police s'organise. Lyon, les forces de l'ordre se mobilisent pour stopper les ados braqueurs de commerce. Ici, en 2009, 52 auteurs de vol à main armée ont été arrêtés. 19h, en plein centre-ville, un magasin de téléphone vient d'être braqué. Ouais, reçu, on n'est pas très loin, donc on est sur le tiers, donc on fait diligence. Les policiers du groupe de sécurité de proximité foncent sur les lieux. L'attaque a été aussi rapide que violente. C'était dans le magasin, donc je vous demande de rester sur place. Ce client est encore sous le choc. Ils ont fait le tour du comptoir, ils se sont servis, ils ont tiré un téléphone dans le lot et ils sont partis en courant. On a essayé de le retenir et apparemment il y a une personne qui lui a sorti un couteau et qui lui aurait essayé de le planter dans le dos. Même il a essayé de mettre un coup de tête à la vendeuse qui essaie de le retenir. Tout ça pour un portable. Un portable qui ne fonctionne même pas car ce magasin est spécialisé dans la réparation. Pas de quoi empêcher ce braquage commis par des individus violents et cagoulés. J'ai juste vu leur attitude, elle était tout cachée là, j'ai compris qu'il y avait un truc bizarre. Soit qu'ils allaient me braquer, ou... Ils étaient cachés, on voit pas leur visage, alors si on voit pas leur visage, c'est forcément qu'il y a quelque chose quoi. Les auteurs, deux jeunes d'une vingtaine d'années. Avec leur maigre butin, ils ont pris la fuite au volant d'une voiture. On serait parti à bord d'une 205 noire. Il serait deux costauds à l'intérieur. Un conditionnel, porteur d'un couteau, puisque le gars a le vêtement déchiré dans le dos. Un couteau, une voiture noire, un portable dernière génération. Ces informations recueillies par la patrouille laissent espérer une arrestation rapide. Vu les éléments qui vont être apportés au service enquêteur, il y a de grandes chances que voire les deux mises en cause soient identifiés et interpellés et s'expliqueront lors de l'enquête. À Lyon, ce type d'enquête atterrit ici. La brigade criminelle, un service spécialisé dans les braquages de petits commerces et surtout les vols violents qui se multiplient en France. L'âge des auteurs dépasse rarement 24 ans. Ce matin, Michel et ses collègues viennent de se voir confier une affaire un peu particulière. Une affaire qui commence dans ce commissariat de quartier. Un jeune homme a été interpellé la nuit dernière. Les policiers lui reprochent d'avoir racketté un étudiant et de lui avoir volé son violon quelques semaines plus tôt. Vendredi 12 février, dans la nuit. Vous n'avez pas fait une bêtise? Honnêtement, je vois pas.
Je vais vous aiguiller un petit peu pour réfléchir, en attendant que vous soyez interrogé. Vous savez jouer du violon? Voilà, d'accord? À 21 ans, ce garçon que nous appellerons Bruno a déjà un passé chargé en vol d'hiver. T'es quand même connu, la police? Non, pas trop. Ça en fait beaucoup en peu de temps, hein. Tu crois pas? Pourtant, pour l'instant, le garçon semble beaucoup s'amuser de la situation. Il ne nie même pas les faits. Comment vous m'avez retrouvé? J'aimerais trop savoir mettre la charrue avant les bœufs. Non, mais j'aimerais trop savoir. Retour à la brigade criminelle pour l'interrogatoire. Bruno doit répondre d'une grave agression. Un soir d'hiver, il suit un étudiant sur les quais de la Saône, un lieu festif de Lyon. Brandissant une lame, il le force à lui remettre son portefeuille puis à retirer de l'argent. Mais le jeune délinquant ne s'arrête pas là, il oblige ensuite sa victime à lui remettre ses clés et le cambriole sous ses yeux. Ordinateur, écran plat et même parfum, tout est embarqué dans la valise de la victime. Si les faits sont avérés, Bruno risque 7 ans de prison. L'auteur, sous la menace d'une arme blanche, contraint sa victime à l'accompagner chez elle, où il dérobe plusieurs objets et effets personnels de celle-ci. Est-ce que c'est juste d'après toi pour l'instant? Toi, une arme blanche, parce que c'est un bouton lisse. Il n'y avait pas de manche. Il n'y avait pas la manche. Il n'y avait pas la manche, j'avais juste le bout et je lui montrais ça. C'était des petits coups. Mais je cherchais pas à lui faire du mal. Tu t'as posé des petits coups comme ça? Ouais, c'était des petits coups. À quel niveau tu faisais ça? Je faisais là. Et tu te rends compte, tu dis, je faisais pas pour lui faire mal ni pour l'impressionner, mais c'est, tu délires un petit peu. Bruno prend soudain conscience de sa responsabilité. Quand tu as pris la décision de te faire emmener chez lui, c'était quoi le but de ta démarche? De me faire des sous. Ah mais faut pas. Et calme-toi là, c'est bon, on est là, tu... Sous les charges de l'accusation, Bruno craque. En plus de l'agression, il est maintenant accusé de recel. Tu l'as vendu l'ordinateur? T'as tout vendu? La télé aussi? C'est tout, la télé, l'écran plat, un sac à dos et un parfum homme? Et un violon. Ah, un violon? Ouais. Et t'es sorti à 3 h du matin avec ta valise et ton violon alors? Ouais. Ce violon, Bruno l'a vendu à un luthier contre un chèque à son nom, signant ainsi son forfait. Un jeune qui en raquette un autre, le scénario est malheureusement très classique. Un scénario qui peut très vite déraper. Les violences sur la voie publique, nous en avons pas mal. Hein. Et puis c'est vrai que les victimes sont souvent des jeunes dans la catégorie 18-25 ans. Et les auteurs sont quasiment des gens du même âge. Hein. C'est pas du racket, hein, c'est un vol avec arme et ça finit à domicile. Donc on est rentré dans une délinquance hyper violente. Il est tout jeune, il n'est pas très connu et voilà comment ça bascule pour se faire du fric. Tout simplement pour se faire du fric. Ironie du sort, c'est la victime, ici avec sa veste, qui a mis les policiers sur la piste du violon. Je me suis dit, tant qu'à faire un violon, voilà, des luthiers, il n'y en a pas tant que ça. Si j'essaie de mener ma propre enquête, je vais essayer d'appeler tous les luthiers de Lyon, enfin de la région lyonnaise, quoi. Et au bout du 5e, en fait, je suis tombé sur le luthier qui avait acheté mon violon, quoi. Donc ça nous a permis de nous aiguiller pour le retrouver, quoi. Pour valider l'enquête, l'étudiant doit maintenant reconnaître sans doute possible son agresseur. Derrière une glace sans teint, Bruno est présenté aux côtés de plusieurs autres jeunes. C'est le numéro 4. C'est le numéro 4 ? Ouais, sans aucun problème. Le numéro 4, celui que porte Bruno, la victime n'hésite pas un seul instant. Le jeune délinquant est confondu, il est ramené dans sa cellule. Ça, c'est mon numéro de portable. Mais à l'heure du déjeuner, coup de théâtre. Dans la sacoche de Bruno, les policiers retrouvent cette carte de cinéma. Un abonnement au nom d'une autre victime, agressée de la même façon que l'étudiant. Les policiers de la crime convoquent à nouveau Bruno. C'est la seule connerie que t'as faite? Et abattent leur carte sous son nez. Ça vient d'où ça? Dans ta sacoche. Ça? Ouais. Là, ça date de plus tôt, c'est une gueule. Ça date, ça je l'ai trouvé, ça. Comment? Ça, je l'ai trouvé dans un bus ou dans un truc comme ça. C'est comme ton pote que j'allais. Ce qui est étrange, c'est que cette carte provient d'un vol exactement similaire. Vol au couteau. Ah non, Homicide. ah non, Ah si. Moi j'ai trouvé cette carte, monsieur, moi j'ai trouvé un portefeuille, j'ai trouvé un portefeuille dans un bus. Bruno nie farouchement, mais un autre élément conforte les enquêteurs sur son implication. C'est encore une coïncidence que la victime
de ces faits-là habite juste à côté de ton ancienne adresse. Je la connais pas, j'ai trouvé sur voilà. carte et c'est tout. Pour y aller, on lui présentera ta photo. Putain, mais pour y aller tout de suite, hein, je vous attends pas dessus. Vous avez indiqué. Ah, honnêtement. Les policiers contactent immédiatement cette nouvelle victime. Il s'agit d'Ali, jeune employé d'une entreprise de communication. Un garçon encore marqué par sa terrible agression quelques semaines auparavant. Lui aussi a été suivi un soir à la sortie d'un bar lyonnais. Quand il entre dans son immeuble, 4 jeunes se glissent derrière lui et l'accompagnent sans un mot dans son ascenseur et jusqu'à son palier. Ils ont vu que je rentrais et puis il y en a 2 qui m'ont sauté dessus par derrière et qui m'ont attrapé et qui m'ont mis le couteau sous la gorge. Sous la menace de l'arme, ses agresseurs le traînent vers l'escalier. Sur ses marches, Ali va vivre l'enfer. Et qui ont commencé à me séquestrer donc ici et à me frapper. Et ils me frappaient, ils m'écrasaient la tête, ils me tapaient dessus. Pendant qu'Ali est frappé, 2 autres complices cambriolent son appartement comme dans l'affaire de l'étudiant. Ali a subi des fractures multiples, il passe 8 jours à l'hôpital. C'est un garçon traumatisé qui en sort. Je suis resté plus d'1 mois à la maison, je ne voulais plus sortir. Même pour acheter 2 ou 3 courses, je faisais le minimum. J'avais peur des gens, surtout des groupes de jeunes. Il y a ces phrases qui résonnent dans mon esprit, donc toutes ces insultes, toute cette méchanceté gratuite. Lui, je le connais bien. D'accord. Mais est-ce qu'ils étaient là le jour de votre agression? Lui, j'ai passé la soirée avec lui. Aucune violence, aucune insulte de ma part. Le fait d'arracher, monsieur, c'est considéré comme violent. Retour au commissariat, Ali est reçu par un policier de la brigade criminelle pour identifier ses agresseurs. Je vous montre les planches photos, et puis si jamais vous reconnaissez quelqu'un, vous me dites, hein. Vas-y, regardez. Lui, je le connais bien. D'accord. Mais est-ce qu'ils étaient là le jour de votre agression? Lui, j'ai passé la soirée avec lui. Ce visage, c'est celui de Bruno. Ali le désigne sans hésiter. On lui a demandé si vous connaissez, il nous a dit qu'il vous connaissait pas. Mais c'est faux, je le connais très bien, j'ai passé la soirée avec lui. Et il habitait dans mon quartier, dans ma rue. Je connais même sa mère, je connais sa famille. Donc ça fait longtemps que vous le connaissez en fait? Bien sûr. Bah oui. Est-ce qu'il est possible qu'il ait pu participer à votre agression, lui? Bah ça c'est sûr. Bah sûr, on sait pas, on va vérifier encore. Il est déjà venu chez vous ou pas? Oui, il est venu la semaine d'avant, une fois, pour la première fois. Et il est rentré chez vous? Oui. Donc il a vu un petit peu ce qu'il y avait chez vous? Oui. Surprise, le jeune délinquant connaissait en fait très bien Ali. L'étau se resserre autour de Bruno qui doit désormais s'expliquer sur 2 affaires. J'ai vraiment de la chance d'aller en prison. Ouais. Je vais pas te dire non. Mais vu les circonstances là. Mais vu les circonstances, c'est très grave. C'est pas une agression, c'est pas je te mets un coup de poing dans la gueule parce qu'on n'est pas d'accord sur un fait. Ouais, mais moi j'ai pas mis de coin, monsieur. Non, mais c'est pire. C'est pire. C'est comme si on te mettait un pistolet sur la tempe en te disant si tu fais pas ce que je te dis, je te bute. Quelque part, c'est un peu ça. La prison, Bruno n'y échappera pas s'il est reconnu coupable. Depuis le tournage, l'enquête de la brigade criminelle l'a relié à 2 autres agressions, tout aussi violentes. Malheureusement, son cas est loin d'être isolé, car les jeunes sont de plus en plus attirés par l'argent facile qu'ils peuvent obtenir, en volant un téléphone portable. Ce matin, justement, un étudiant de 21 ans est présenté aux enquêteurs. Nous l'appellerons Eric. Il est accusé d'un vol violent de téléphone commis la veille contre une jeune femme. L'agression a été enregistrée par une caméra de surveillance. On a récupéré le film de votre agression. Donc on va regarder ça ensemble. Les faits se déroulent vers 23 h dans cette station du métro lyonnais. Au fond du quai, la victime. Cette jeune femme rentre d'un dîner. Elle pianote sur son smartphone en attendant le métro. En un coup d'œil, Eric a repéré ce téléphone dernière génération. Sans hésiter, il arrache le portable des mains de la femme qui résiste. Eric part en courant, sa victime est en pleurs. Le délinquant est arrêté plus tard par une patrouille de police. L'interrogatoire commence. Vous l'avez arraché en fait, c'est ça? Les mains. Il y en avait là, j'ai fait comme ça. Vous l'avez arraché les mains? Ouais. Il n'y a aucune violence, aucune insulte de ma part. Le fait d'arracher, monsieur, c'est considéré comme violent. Ah, je vous le précise. Pourquoi avez-vous décidé de voler cet objet? Parce que j'ai d'importants problèmes financiers. Donc c'est pour ça que vous avez décidé de voler? Sur l'instant, quand j'ai vu le téléphone.
L'étudiant affirme avoir agi sur l'instant pour rembourser au plus vite une dette. Mais la vidéo montre une vérité bien différente. Ces images révèlent une agression soigneusement préparée. D'accord. Moi aussi, je confirme que c'est vous. Hein. Vous faites quoi là? Là, vous étiez positionné à côté de la jeune femme, donc on vous voit plus. Vous avez fait quoi? Je suis parti vers le pont du métro, ouais. D'accord. Pourquoi faire? Je vous écoute. Ouais, j'ai remonté. Pardon, j'ai pas compris. J'ai remonté la cagoule. Votre cache-colle. Juste avant d'agresser sa victime, Eric s'est couvert le visage pour mieux masquer son forfait. Pourquoi vous voulez remonter, monsieur? Comme ça? Comme ça, non. C'est pas comme ça, monsieur. C'est pas une réponse. Comment tu fais froid? Non. Vous l'avez remonté pour pas qu'elle voie votre visage, ou en partie caché. Mais ma cagoule, j'aurais pu la remonter n'importe quand. Répondez-moi, pourquoi justement avant d'agresser la victime? Mais j'ai pas de réponse à vous donner, monsieur. Eric répond avec insolence, mais les images l'accablent. Est-ce que là, c'est pour vous, vous l'avez agressé sur l'instant? C'est sur l'instant, oui. Non, c'est pas sur l'instant, monsieur. Sur l'instant, vous l'auriez agressé avant, d'accord? Vous auriez pas pris soin d'aller vous masquer le visage et revenir. On continue? On va poursuivre, hein? Le vol était bien planifié. Mais la vidéo apporte une dernière révélation. En plus d'avoir dépouillé la jeune femme, Eric l'aurait frappée. Vous lui portez un coup avec votre bras pour vous dégager. Point. Donc là, ce qu'on voit, c'est pas un coup. C'est pas un coup. Je me suis retourné pour me dégager. Là, c'est pas un coup, là. En décidant ce vol, Eric a mis un pied dans la mécanique infernale de la délinquance. Car même s'il s'en défend, ce genre d'acte vire très souvent à des violences incontrôlées. On a beaucoup de jeunes qui ont une multitude de faits d'agression, d'arrachage de sacs, etc. On commence par un vol, un arrachage de téléphone portable. Ensuite, on peut arracher un sac à main, on peut devenir violent, utiliser des couteaux, etc. Et ces jeunes qui commettent ce genre de faits et qui croient que c'est justement facile de voler les objets d'autres personnes pour les revendre, ça devient facile et il faut les mettre en circuit. Et pour revendre un portable volé, rien de plus simple. Comme tous les délinquants lyonnais, Eric connaît l'adresse. Cela se passe ici, place Gabriel Péry, la capitale du recel à Lyon. Démonstration aux caméras cachées, nous prétendons vouloir revendre un smartphone volé. Téléphone. Toute la journée, ces hommes attendent pour échanger un butin volé contre quelques billets. Il suffit de négocier un peu. Si je prends un iPhone, tu m'achètes combien? Je sais pas, ton prix. 80? 80 peut-être, 70. Voilà. Et ici, on n'est pas regardant sur l'origine. Et y a pas de souci d'où il vient ou... Ouais. Y a pas de problème. Ouais, enfin si je le prends dans le métro, sur quelqu'un ou quoi... Oui, c'est bon. Si Eric n'avait pas été arrêté, c'est sans doute ici qu'aurait terminé le portable de la victime. Au lendemain de l'agression, cette femme est encore éprouvée. C'est le contact qui m'a le plus choqué, quoi. C'est pas un simple vol quand on pose le portable à côté de soi, on pique le portable, ou on laisse le portable dans un endroit, on se fait voler. Ouais, c'était agressif. Vu ces circonstances, la victime appréhende le moment de l'identification. Derrière la glace se tient l'homme qui l'a agressé il y a seulement quelques heures. Face au jeune, la victime hésite. On peut aller chercher le cache-colle si vous voulez. Ah, c'était, ce que je me souviens, c'est vraiment la capuche noire. Là, ça sent ça. Tu lui fais mettre sa capuche à ce jeune homme? Ouais, c'est sûr, c'est ça. Il n'y a pas photo là. Pour elle, le doute n'est plus permis, c'est bien ce jeune homme qui l'aurait attaqué hier soir. La femme reste surprise par son âge. Je pense pas qu'il était si jeune en fait. C'est après quand j'ai su l'âge, ouais, c'est un peu perturbant. Ce jeune n'a pas d'antécédents judiciaires. Il est relâché en attendant son jugement. Eric connaît bien la procédure pénale et pour cause, il nous révèle qu'il est étudiant en droit. Et à sa sortie, ses pensées ne vont pas à sa victime. Ce qui le préoccupe, c'est sa carrière. Et moi, faut dire les choses clairement, ce qui me fait chier le plus, c'est le fait que je ne pourrai plus exercer le métier d'avocat. Donc si vous voulez, en fait, toutes mes années d'études, là, je les ai faites dans le vide. Si demain vous êtes encore dans la difficulté, vous reprenez? Bah, s'il n'y a pas d'autre solution qui se présente à moi, s'il n'y a pas un travail, dites-moi quelle solution, comment je pourrais faire pour avoir un revenu? L'apprenti juriste n'exclut même pas de récidiver. Mais dans quelques semaines, Eric sera jugé. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 5 ans de prison. Ils sont des milliers mineurs ou jeunes majeurs à passer chaque année devant les tribunaux. Heureusement, on ne naît pas braqueur ou dealer. La plupart de ces ados ressortent de la délinquance aussi vite qu'ils y sont entrés.
Une rencontre avec un juge ou un grand frère suffit souvent pour revenir dans le droit chemin. Luc Brenner, vous êtes journaliste au Monde, vous publiez chez Calman Lévy La loi du ghetto, une véritable plongée au cœur des banlieues françaises. Alors justement, est-ce que les jeunes des quartiers sont de plus en plus violents comme ce qu'on décrit et pourquoi ? La violence est un phénomène incontestable et assez grave, mais qui est en même temps un phénomène historique. Il y a toujours eu des phases de violence, des problèmes de délinquance dans les quartiers, liés à la pauvreté et liés au fait aussi que une partie des parents ont du mal à assumer leurs tâches éducatives. Qu'est-ce qui fait qu'un gamin de 13 ou 14 ans arrive à agresser et braquer aujourd'hui ? Est-ce il y a un rajeunissement réel ? Alors, il y a des indices de rajeunissement. Les signes avant-coureurs sont souvent l'absentéisme et la déscolarisation. C'est-à-dire c'est des enfants qui, à l'école, sont en perdition et qui vont lâcher leur parcours scolaire, qui vont traîner dehors, qui vont grandir au milieu de leurs copains et qui, au fond, vont appliquer ce qu'on peut appeler le code de la rue avec un certain nombre de réflexes autour de la virilité, autour des combats, autour de la force, et qui vont avoir tendance à reproduire ensuite dans leur comportement à l'école, dans certains cas pour ceux qui restent, et puis ensuite à des fins délinquantes lorsqu'ils veulent gagner un peu d'argent. Des jeunes de plus en plus violents, de plus en plus tôt, une violence gratuite qui se banalise. Des enfants de 5 ans forcés de se battre avec des gants de boxe. Ils ont fait rentrer à l'intérieur, là. C'est là qu'on menait le combat. Ils ont bousillé toute mon éducation, voilà, c'est ça, ils me l'ont bousillé. Une violence qui aujourd'hui s'étend au cours d'école dès la maternelle. Le petit pont massacreur, le couloir de la mort, des jeux violents dont la finalité est simple, frapper et humilier le perdant. Jusqu'à ce qu'on en ait marre, jusqu'à que les gens en aient marre, quoi. Des pratiques dangereuses comme le jeu du foulard qui tue chaque année une quinzaine d'enfants. Si on n'en avait parlé à ses parents, on serait peut-être encore là aujourd'hui. Ces jeunes à la recherche de sensations fortes filment leurs agressions et les diffusent sur Internet. On appelle ça le happy slapping. Je pensais même pas que ça pouvait exister quelque chose comme ça. De l'humiliation en public. Jusqu'où certains jeunes peuvent-ils aller pour connaître le grand frisson ? Sur Internet, des adolescents vont même jusqu'à échanger des recettes de bombes artisanales. La bouteille a commencé à gonfler, donc tout le monde était assez impressionné. Comment expliquer l'attirance des adolescents pour ces agressions gratuites ? Et jusqu'où peut aller la violence des jeunes ? Cabestany, un village tranquille dans la banlieue de Perpignan. C'est ici que Christine, son mari et leurs 5 enfants coulent des jours heureux, jusqu'à ce samedi 17 novembre 2007. Mesdames et messieurs, bonsoir. Marche silencieuse ce matin à Perpignan, réunissant une centaine de personnes pour une petite fille de 8 ans décédée fin octobre à Cabestany. Le drame s'est déroulé dans une école primaire. Les conditions de cette mort sont encore mal définies. Le 17 novembre 2007, leur fille adoptive Noélanie tombe dans le coma en sortant de l'école et meurt le lendemain matin. La petite fille se sentait menacée et avait écrit aux gendarmes une lettre en forme d'appel au secours que sa mère nous lit. Je te fais confiance, chef gendarme, pour garder ce secret très important. Il s'est passé un problème grave à l'école par rapport à X. X m'a étranglée dans le rang de la 2e cour. Je sais que si je ne me défends pas, je finirai par mourir pour toujours. J'espère que ce n'est pas l'occasion. X m'a déjà étranglée plusieurs fois et une fois devant Y. Tu pourrais me protéger dans la cour? Oui ou non? As-tu une solution, toi? Oui ou non? Entoure la réponse. Il m'a aussi dit que si je sortirais de chez moi, il me tuerait. Et si cela continue, il viendra peut-être chez moi, il sait où j'habite. Alors que je voulais en parler à la maîtresse, elle s'en fiche complètement. Elle dit, bah jouer, on verra ça plus tard. Et j'espère que ça va s'arranger. J'espère que tu me protégeras. Ne dis à personne, sinon c'est plus un secret et cela sera pire pour moi. S'il te plaît. S'il te plaît. Ils n'ont rien fait. Les gendarmes sont venus plus d'un mois après pour nous dire qu'ils n'avaient pas que ça à faire que de s'occuper des problèmes psychiatriques d'une gamine de 8 ans, des problèmes de cours, de récréation. Que ma gamine. Devant l'absence de réaction des gendarmes, la mère de Noélanie prend rendez-vous avec le directeur de l'école. C'était une semaine avant le drame, mais l'entretien n'aura jamais lieu. Entre-temps, la fillette tombe dans le coma et meurt des suites d'un œdème cérébral.
Pour ses parents, aucun doute, le décès est directement lié aux strangulations subies par leur fille depuis des semaines. Une variante du jeu du foulard pratiquée dans de très nombreuses cours d'école et qui tue chaque année une quinzaine d'enfants. Ces expériences ludiques consistent à jouer sur la respiration et jouer sur l'évanouissement. On recherche l'évanouissement en comprimant ses carotides à la main ou avec le bras, de part et d'autre du cou. Ça peut entraîner, comme chez Noélanie, un état de mal convulsif, c'est-à-dire des convulsions en continu au niveau cérébral, qui peuvent après entraîner un œdème cérébral. Et c'est ce qui a tué la petite Noélanie. Quelques jours après la mort de Noélanie, les parents affrontent une nouvelle épreuve. Les autorités locales contestent les causes du décès et refusent d'admettre l'existence de telles pratiques dans les écoles du village. Il y a 30 ans que je suis maire, je connais un petit peu ce qui se passe dans les écoles. Il n'y a jamais eu acte de violence, sinon que ce qui peut se passer dans une cour de récréation, je veux dire une bousculade ou le reste. Je ne connais pas autre chose. C'est ce qu'a écrit la petite dans sa lettre. Mais bien sûr, c'est la petite qui l'a écrit, sans influence de sa mère. Sans influence de sa mère. Pourquoi sa mère... Et pourquoi elle l'aurait pas? Et pourquoi elle l'aurait pas? La parano, c'est la psychose, ici à Cabestany, avec la petite Senée. Il n'y a aucune violence scolaire à Cabestany, c'est le maire qui l'affirme. À demi-mot, le maire accuse les parents de Noélanie d'avoir tout inventé. La lettre aux gendarmes, comme les histoires de strangulation. Une réaction inadmissible pour l'avocate de la famille. Pour elle, les causes de la mort de la fillette ne font aucun doute. Au CHU de Montpellier, on a noté qu'il y avait des traces de strangulation visibles, vues d'ailleurs apparemment avec le médecin légiste. Il y a la photo qui a été prise de Noélanie alors qu'elle était décédée et où on voit une marque sur le côté du cou. Ça fait beaucoup d'éléments quand même. Dans sa lettre, Noélanie écrit qu'elle a averti sa maîtresse des strangulations qu'elle subissait. Nous cherchons alors à rencontrer le directeur de l'école. Oui. Bonjour. Est-ce que c'est possible d'avoir monsieur Inès Domé, s'il vous plaît? Il est en entretien avec une maman. Il est en entretien avec une maman? Ok. Dans combien de temps à peu près? Vous savez pas? Ouais. Comment? Alors que nous patientons devant l'école depuis à peine 10 minutes, ce sont finalement les gendarmes qui viennent à notre rencontre. Une façon claire de nous faire comprendre qu'il n'y aura pas d'entretien. Ça me permet de venir vous voir, parce qu'apparemment vous avez un petit souci avec la direction de l'école. Non, pas du tout. Non? Non, non. On nous appelle pour nous dire que des journalistes essayent de forcer le passage un peu pour rentrer dans l'école. Vous auriez néanmoins une pièce d'identité, s'il vous plaît? Bien sûr. Dans le village, l'histoire de Noélanie suscite beaucoup de nervosité. Comme si personne ne voulait prendre le risque d'endosser une part de responsabilité dans la mort de la petite fille. Une seule mère de famille a accepté de témoigner. Son fils était dans la même classe que Noélanie. Mais dans la commune, le climat est si tendu qu'elle préfère rester anonyme. Mon enfant a commencé à dire, voilà, j'étais au courant de ça. Noélanie m'a dit que c'était un secret, qu'il ne fallait pas le dire à ses parents parce qu'elle ne voulait pas leur faire de la peine. Il y a tel et tel enfant qui m'étrangle. J'ai peur. Et mon enfant un jour m'a dit, si on en avait parlé à ses parents, elle serait peut-être encore là aujourd'hui. C'est difficile, oui. Il n'y a pas un jour où ils n'en parlent pas. Depuis le drame, les autorités du village refusent toujours de reconnaître l'existence de ces jeux dangereux. Et en fait, elles sont arrivées, Ce déni, Françoise Cochet le connaît trop bien. En l'an 2000, son fils de 14 ans est mort des suites du jeu des foulards. Depuis, elle tente de faire passer un message de prévention dans les collèges, avec parfois quelques difficultés. Car certains chefs d'établissement ont du mal à reconnaître la pratique de ces jeux d'étranglement. Voilà. Aujourd'hui, Françoise Cochet intervient dans un collège du Val d'Oise. Pour appuyer son message, elle diffuse un film choc qui expose crûment le danger de ces pratiques.
Le rêve bleu, l'histoire d'une jeune fille qui décide d'essayer le jeu du foulard seule dans sa chambre et qui n'arrive pas à défaire ses liens à temps. T'as pensé quoi du film? J'étais choquée. T'es choquée? J'avais dit que c'était dur. Il faut pas faire ce genre d'activité. Ah bah c'est sûr. Donc ça c'est la conclusion. Moi je vais parler à mon petit frère ce soir. Parce qu'il est au 6e et j'ai peur qu'il fasse. Moi je vais parler à mes deux petits frères. Et moi ça m'est déjà arrivé. De toute façon, quand j'étais en CM2 je crois, j'étais avec un pote, un matin je partais à l'école. Après il m'a dit un truc, il m'a dit je vais faire un truc, tu vas tomber dans les pommes. Après je le croyais pas. Après il me l'a fait, il m'a dit bloque ta respiration 15 secondes, j'ai bloqué 15 secondes, il a mis sa moto dans mon trou. Après je suis tombé dans les pommes pendant 10 secondes, je savais pas ce que je faisais. Je devais tomber mais je suis pas tombé de toute façon. Je me retenais, je sais pas comment je faisais, mais après je me suis revenu 10 secondes. Et à l'époque, tu n'avais pas du tout conscience que c'était dangereux. Cette nouvelle intervention de Françoise Cochet a peut-être permis d'éviter un nouveau drame. Plus de 10 ans après le début de son combat, elle s'interroge toujours sur la difficulté d'informer à grande échelle. Nous, toute petite association, on a sauvé des vies. On en connaît des gamins qu'on a sauvés, qui ont été sauvés à temps de ce jeu. Donc vous pensez bien que si l'État s'y mettait, il y en aurait beaucoup des vies sauvées. En 2008, le ministère de l'Éducation nationale a publié une brochure « Jeux dangereux et pratiques violentes ». Canettes, gardaves, couloirs de la mort, autant de jeux de violence gratuite dont la finalité est simple, frapper ou humilier le perdant. Des jeux d'agression qui se pratiquent de plus en plus jeunes, au collège, en primaire, voire parfois dès la maternelle. Et le plus populaire d'entre eux porte un nom explicite, le Petit Pont Massacreur. Alors le Petit Pont Massacreur, c'est un jeu avec une balle et il y a beaucoup de personnes. Celui qui a la balle essaye de faire passer entre les jambes des autres qui jouent. Dès qu'il se prend un petit pont, tout le monde se met à le courser et à le frapper. Parfois même très brutalement. Parce qu'on en est marre, jusqu'à que les gens en aient marre quoi. Il faut des choses extrêmes, l'ordinaire ne suffit plus et les adolescents sont à la recherche de cet extrême-là. Pour ces jeunes en mal de sensations fortes, rouer de coups un camarade ne suffit plus. Désormais, le phénomène en vogue se nomme le happy slapping. Le principe, frapper une victime au hasard, filmer la scène et la diffuser via le téléphone portable ou Internet. Ces agressions filmées ont vu le jour en Grande-Bretagne il y a quelques années. Elles se sont depuis propagées dans le monde entier. Ces images d'une jeune fille agressée par une autre élève ont choqué toute l'Espagne. Les copines qui filment la scène rient aux éclats. Pourtant, la violence des coups est terrible. Cette violence gratuite insupportable n'épargne pas la France. Avion, dans le Pas-de-Calais, entre Lens et Arras. Le genre d'endroit où on n'imagine pas être confronté à ces modes barbares. C'est pourtant dans l'un des collèges de la ville qu'a eu lieu une agression de ce type, en cause des jeunes filles d'à peine 13 ans. Les élèves étaient en train de se changer. L'élève agressé était en train de mettre ses baskets et l'élève agresseur s'est mis en route et d'autres soit sont restés insensibles à ce qui se passait en continuant à se changer et d'autres ont filmé avec leur téléphone portable. Ce film, le voici. L'agression a lieu dans les vestiaires, juste après le cours de sport. Des provocations, une victime apeurée et des coups qui pleuvent, de plus en plus violents. Sylvie est la maman de la victime. Elle a découvert la vidéo du tabassage de sa fille, presque par hasard. À chaque fois que je la revois, cette vidéo, de toute façon, ça me fait toujours le même effet. Je commence à avoir les larmes aux yeux. J'avais les jambes tout engourdies, quoi. Quand je suis descendue de la voiture pour aller vers le principal, j'étais hors de moi, hein. J'étais dans tous mes états. Je sais pas si je l'aurais eu en face de moi, je sais pas ce que je lui aurais fait à cette fille. Je comprends pas qu'entre camarades de classe, on puisse faire preuve d'une telle violence. Et surtout, s'il y a une bagarre ou une dispute, on essaye d'intervenir. On essaye de les séparer. On n'encourage pas, justement. Alors que là, elles sont en train de rigoler, elle est en train d'applaudir. Ça veut dire quoi, au juste ?
Maigre consolation pour sa fille Delphine. Quelques jours après son agression, l'une des adolescentes qui a filmé la scène lui envoie cette lettre d'excuse. Cher, je tenais à te dire que je m'excusais de ne pas être intervenue lorsque t'as frappé dans les vestiaires de la salle de sport. J'aurais dû aller chercher le professeur ou essayer de vous séparer. Au lieu de cela, j'ai filmé un petit peu cette scène et après j'ai prêté mon portable. J'en ai bien discuté avec mes parents et j'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Je me suis sentie moins seule. J'ai compris qu'elle avait pris conscience de ce qu'elle avait fait. Tu as dit à tes parents que ça avait été filmé? Je l'avais dit, mais normalement la vidéo elle était censée être effacée. Et ensuite? Et ensuite, il y a quelqu'un qui est venu me dire que c'était sur Internet et que c'était sur tous les téléphones du collège. Et qu'est-ce que ça t'a fait? De l'humiliation. En public. Et est-ce qu'aux filles qui ont filmé t'as pardonné? Pas totalement. Parce que c'était mes amis. Et je pensais pas qu'ils allaient me faire ça un jour. On n'est plus dans simplement faire du mal à quelqu'un, mais c'est montrer qu'on a été capable de saisir cet instant. Et donc au fond, c'est presque se mettre en valeur grâce à ça. C'est-à-dire que c'est pas dirigé contre la personne, mais c'est pour se mettre en valeur devant les copains. Le fait de filmer déconnecte le vécu de la situation et ce qui fait que les adolescents n'ont pas forcément le sentiment de faire mal quand ils regardent ces films et quand ils les prennent non plus. Sur la vidéo, on entend les jeunes filles complices de cette agression célébrer bruyamment le tabassage de leur victime. Une attitude intolérable pour sa famille. De voir ma fille se faire frapper, ça m'a fait mal. Je me suis mis à sa place et ce qu'elle a vécu, c'est grave. Et en plus que ça a été mis sur Internet, alors là, ça a été le comble. J'en veux à celle qui l'a frappé et à ses parents parce que ses parents, ils n'ont rien fait. Moi, ça aurait été moi, je l'aurais pris. Elle aurait été voir si ça aurait été l'inverse, elle aurait venu avec moi et elle aurait été s'excuser. Parce que la moindre des choses, c'est de présenter des excuses et de prendre conscience de ce qu'elle a fait. Tandis que là, les parents n'ont pas bougé. Les parents de Delphine décident de porter plainte. Le lieutenant Duquesne est alors chargé de l'enquête. Les 3 adolescentes impliquées dans l'agression sont placées en garde à vue. Le plus gros souci n'était pas d'identifier l'auteur des violences, mais d'identifier celles et ceux qui avaient pu enregistrer et diffuser les images. On devine assez facilement que lorsque un jeune du collège reçoit cette vidéo, s'il la reçoit alors qu'il est en groupe, il va la montrer à un copain, qui va la montrer à un autre copain, et ainsi de suite. Et ce qui fait que ensuite on a du mal à mettre un frein à la diffusion. Comme si cela ne suffisait pas, depuis qu'elle a subi ce happy slapping, Delphine est devenue la risée de ses camarades. En fait, les élèves, ils prenaient leur portable et puis à la grille, ils regardaient les vidéos. Et puis ils rigolaient. Parce qu'on la voyait se taper, puis elle se défendait pas. Et puis tout le monde lui parle pas au collège. Ils la traitent. Et pourquoi? Ils ont dit que c'était une victime, qu'elle ne savait pas se défendre, et puis qu'elle avait peur de tout le monde. 3 mois plus tard, à Arras, les 3 adolescentes impliquées dans l'agression sont auditionnées. Le juge des enfants décide de les mettre en examen. Elles risquent des sanctions pénales. La maman de la jeune fille qui a filmé la scène a découvert la vidéo lors de l'audience. Elle est sous le choc. Je comprends pas que ça puisse arriver, quoi, qu'une gamine ait de la violence comme ça envers une autre, quoi, gratuitement en plus. La gamine est assise sur un banc, elle se fait... et ça fait rire les autres enfants, quoi. Je veux dire, ils ont même pas pris la peine d'intervenir, quoi, de faire arrêter ça. Non, je comprends pas que ma fille, elle ait pas intervenue, connaissant son caractère et elle n'a pas trop ce qui est... la méchanceté gratuite, tout ça, je comprends pas qu'elle n'ait pas intervenue pour séparer ou aller chercher un prof. Enfin, bon, les profs, ils étaient dans la pièce juste à côté, ils sont pas intervenus non plus. Allez savoir pourquoi. L'auteur principal de l'agression a été condamné à des travaux d'intérêt général. Elle a également été exclue de son collège. Les 2 jeunes filles qui avaient filmé la scène ont été relaxées. On est beaucoup plus vigilant
à tous ces phénomènes de jeu qui peuvent se dérouler dans l'établissement, dans la cour. Et c'est vrai que la semaine passée, j'ai eu un cas du foulard à traiter. Les jeunes de notre société, si la violence est banalisée à ce point dans nos établissements scolaires, qu'est-ce que ça va donner quand ils seront adultes ? Le passage à l'acte, est-ce qu'il peut être influencé par des éléments extérieurs, peut-être autres que la réalité ? Oui, on a une partie des jeunes qui sont probablement très influencés par le monde virtuel, le monde des jeux vidéo, et pour lesquels la frontière entre le réel et le virtuel est peut-être moins claire que ce que ça pouvait être auparavant. On voit des jeunes qui, à certains moments, sont dans des phases de violence et se comportent comme ce qu'on peut voir sur certains jeux vidéo et ne mesurent pas surtout la gravité de ce qu'ils sont en train de commettre, ne mesurent pas que en s'en prenant à plusieurs à un autre jeune, il y a un risque mortel à un moment donné, il y a un risque à force de donner des coups et qui n'est pas totalement pris en compte au moment où ils commettent l'acte. De la même façon que lorsque des jeunes commettent un braquage en ayant 12, 14, 15 ans, ils sont probablement à la frontière du jeu, de la prise de risque adolescente et de la délinquance traditionnelle. Dans un instant, vous allez voir que certains jeunes n'hésitent pas à mettre en scène la violence sous toutes ses formes, même avec des enfants de 5 ans. C'est désormais un spectacle que l'on filme et que l'on diffuse. Regarde comment on peut taper comme ça, lui, il dort encore avec son doudou. Certains adolescents sont prêts à prendre des risques insensés pour épater la galerie. Une surenchère de violence qui inquiète beaucoup les autorités. Lorsqu'on voit des fois la puissance des bombes créées, les conséquences physiques peuvent être dramatiques. Désormais, certains jeunes n'hésitent pas à mettre en scène la violence sous toutes ses formes, même les plus odieuses. En 2006, Nadia en fait la triste expérience en découvrant ces images sur Internet. À l'écran, les 2 enfants de Nadia contraints par des adolescents du quartier à se battre avec des gants de boxe. Ce film a été diffusé pendant des mois sur un célèbre site de vidéos partagées. Le plus jeune de ses fils, Mehdi, le petit garçon aux longs cheveux bouclés, n'a que 6 ans. Regarde comment on peut taper comme ça, lui qui dit... qui est en train... Il dort encore avec son doudou. Ce jour-là, l'un des fils de Nadia part faire du vélo dans la cour avec son frère. Les 2 enfants tardent à rentrer. Ils prétexteront avoir fait une chute à vélo. 2 jours plus tard, la maman découvre la vérité grâce à sa fille de 10 ans. Elle m'a dit que des jeunes avaient attrapé mon fils, l'avaient mis dans les grillages, ils l'avaient forcé à se battre. Et elle m'a dit, puis après, ils ont mis ça sur Internet. Ils les ont fait rentrer à l'intérieur, là. Et ça déroulait là. Alors la voisine d'ici, je sais pas si elle a vu ou elle a rien vu, parce qu'apparemment, il y a des gens qui habitent là. Je sais pas s'ils ont vu, ils n'ont pas vu. Et le spectacle était là, voilà. C'était là qu'on le faisait rentrer, c'était là qu'on menait le combat. C'était dedans. Voilà. Quand j'ai vu ces images, j'ai eu peur. Et je me suis dit que c'était pas la première fois. Mais j'étais terrifiée, j'y croyais pas en fin de compte. Je me suis dit que c'était un truc truqué, c'est pas vrai, c'est pas possible. Les auteurs de ça m'ont dit que pour eux c'était un jeu, pas de mort, il n'y a pas de blessés, ben voilà, on s'en sort bien quoi. Et en plus, c'est même les petits, c'est comme ça qu'ils deviennent méchants, ils se sont pas fait de cadeaux même entre eux. Quand ils se donnent des coups, on voit qu'ils y vont de bon cœur. On peut pas appeler ça un jeu, c'est pas possible. Moi, c'est plutôt méchant qu'autre chose, quoi. Et maintenant, je sais pas, moi, parce que je suis sûre que ce moment-là, par exemple, j'étais pas présente pour voir ce qui se passe, quoi. J'étais pour les protéger, j'étais pas là parce que je serais là, je sais pas, je me dis, j'aurais jamais dû leur dire aller faire du vélo, ils les auraient jamais autorisés à sortir, je sais pas, peut-être que... Pourquoi la violence est-elle devenue un spectacle que l'on filme à la moindre occasion? Pour le comprendre, Nadia présente la vidéo à des jeunes d'un quartier voisin.
Par exemple, quand on voit des gens se bagarrer, nous on a envie de garder le souvenir. Par exemple, quand on voit des gens en train de se battre, on aime filmer pour dire regarde comment il a tapé celui-là, un truc comme ça, regarde leur bagarre, comment c'était chaud. Voilà, c'est pour le plaisir, quoi. Voilà, Ça devient un jeu, quoi. Alors c'est un jeu. L'amusement, voilà. Pour une raison incompréhensible, la plainte déposée par Nadia a été classée sans suite. Harcelée dans son quartier et inquiète pour ses enfants, Nadia a préféré déménager, mais elle ne décolère pas. Ils ont bousillé toute mon éducation, voilà, c'est ça, ils ont bousillé l'éducation de mes garçons, parce que moi j'ai celui de 15 ans, je me dis pas, ils me l'ont bousillé. Heureusement que Dieu merci, bon, j'ai pas baissé les bras, mais à un moment donné, je vous dis la vérité, ils m'ont bousillé mes gamins, quoi, ils les ont bousillés. C'est la faute des adultes, parce que les adultes veulent pas prendre de responsabilité. Alors la police dit qu'ils ont peur des jeunes, le maire dit qu'il a peur des jeunes, les éducateurs de rue ont peur de jeunes, les enseignants ont peur de jeunes, tout le monde a peur de ces jeunes-là, alors c'est pas possible. Les dérives du happy slapping sont prises très au sérieux par le département de veille Internet de la gendarmerie. Ici, on scrute quotidiennement le web pour lutter contre la cybercriminalité. Les gendarmes du net sont particulièrement attentifs à l'émergence de nouvelles pratiques de plus en plus dangereuses. Ce qui les inquiète le plus, c'est cette surenchère de violence à laquelle se livrent les adolescents. Certains sont prêts à prendre des risques insensés pour épater la galerie. Dernière pratique à la mode, les adolescents vont jusqu'à réaliser des bombes artisanales, filmer leur explosion et les diffuser sur le web. Des pratiques dangereuses qui font de plus en plus la une des journaux télévisés. 5 adolescents ont été blessés dans le Rhône après l'explosion d'une bombe artisanale. Un jeune homme de 16 ans a été grièvement blessé à Albi par la bombe artisanale qu'il avait fabriquée en suivant les conseils d'un site internet. Il a une main arrachée, il a de graves lésions au niveau de ses 2 yeux, de graves lésions au niveau de ses 2 tympans. C'est des blessés qu'on voit habituellement chez nous, justement dans les attentats. Cet adolescent que nous appellerons Olivier a 14 ans. C'est en surfant sur Internet que ce garçon sans problème, très bon élève et socialement bien inséré, a eu l'idée lui aussi de fabriquer une bombe artisanale. En fait, c'est un pote qui m'a parlé de cette expérience. Il avait fait ça chez lui et il se souvenait plus vraiment de la recette. Donc j'ai cherché un petit peu avec lui puis on a trouvé ça. C'est facile à trouver? Ah ouais, vachement. De toute façon, maintenant sur Internet, en fait, dès qu'il y a un truc assez drôle, tout le monde en parle, tout le monde le fait, donc... Pour se procurer les produits indispensables à la fabrication de ces bombes, Olivier n'a pas besoin d'aller bien loin. N'importe quel supermarché fait l'affaire. Parce qu'Olivier voulait épater ses camarades d'école, il n'a pas hésité à poser l'une de ses bombes artisanales devant son collège. Voilà, donc en fait, les premières fois où on l'a fait, c'était ici. Bon, pour être sûr de ne pas être éclaboussé ou même au pire, si on se faisait remarquer, de pas trop se faire engueuler, quoi. On circulait, on s'est mis à peu près ici. La bouteille a commencé à gonfler, donc tout le monde était assez impressionné. Il devait y avoir une dizaine de personnes, en fait, dont la plupart étaient de notre classe. Et au moment où ça a éclaté, la plupart des gens ont sursauté et ils se sont mis à rire. Nous, on était assez contents parce que bon, pour une fois, on avait fait un truc impressionnant dont les autres étaient assez contents. Donc on était assez fiers de nous. Quand on a vu à quel point c'était intéressant et que ça faisait rire tout le monde, on a eu envie de le faire partager, d'expliquer comment ça marche et tout. Donc on a mis ça sur Internet pour que tout le monde puisse le voir. En fait, on a l'impression de faire un truc que tout le monde ne fait pas, donc qui nous donne une sorte de niveau, quoi. Il y a chez un enfant une attirance vers de nouvelles peurs, parce qu'il y a un phénomène inconscient qui lui dit « Quand tu auras réussi à transcender cette peur, tu vas augmenter de niveau et tu seras plus fort. » L'explosion de la bombe d'Olivier n'est pourtant pas sans danger. Elle peut projeter de l'acide jusqu'à 5 mètres et provoquer des lésions au niveau des tympans. Il y a déjà eu des morts ou des blessés avec ce genre de bombe?
Ouais, justement, dans la région, là, il y a une semaine, il y a un garçon de 16 ans qui est mort à cause de ça. Il a enfermé tout ça dans un tube en cuivre. Et comme le truc est pas stable, en fait, pour le faire exploser, il a donné un coup de marteau dessus. Donc ça a fait une grosse explosion, puis les morceaux de métal l'ont tué. Et toi, ça t'inquiète pas? Bah, moi, en fait, déjà, j'aimerais bien le faire, mais je l'ai pas encore fait. Je sais pas si je vais le faire un jour. Mais moi, je sais pas, je pense que je suis plus raisonnable. Je connais les risques. Du haut de ses 14 ans, Olivier pense mesurer les risques. C'est oublier l'instabilité de ce type de mélange et les multiples inconnus liés à ces expériences mal maîtrisées. Ces dernières années, ces bombes ont causé la mort de plusieurs jeunes et provoqué de nombreuses blessures, sans parler des conséquences sur le plan judiciaire. Donc la méthode, les ingrédients, la recette, et voilà. Les jeunes gens qui se sont filmés et qui ont diffusé encourent donc 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Au département de veille Internet de la gendarmerie, cette recrudescence de vidéos de bombes artisanales fabriquées par de très jeunes adolescents inquiète. Les plus jeunes ont seulement 12 ans. Si rien ne se produit de grave, les gamins sont insouciants. Il faut vraiment quelque chose, un facteur déclencheur pour qu'après, ils ne reproduisent pas ce genre de comportement. Lorsqu'on voit des fois la puissance des bombes créées, les conséquences physiques peuvent être dramatiques. Un phénomène inquiétant qui existe un peu partout en France. Nous sommes au sud de la Seine-et-Marne, un secteur considéré comme privilégié. Pourtant, les gendarmes ont dû faire face à 2 affaires de bombes artisanales. Donc c'est là qu'ont lieu les explosions, c'est-à-dire qu'on est entre d'un côté une école primaire, école maternelle, et le stade où se réunissent tous les enfants. Ce qui est un peu inquiétant, et même assez nettement inquiétant, et c'est pour ça qu'on prend les choses avec beaucoup de sérieux, c'est qu'en l'espace de 2 mois, on a eu ce phénomène au Châtelet par de jeunes majeurs, et puis 1 mois et demi plus tard, à Perpignan-Gâtinais, on se retrouve avec le même cas de figure, cette fois-ci non plus avec des jeunes majeurs, mais avec des mineurs d'à peine 13 ans. Quoi. Des délinquants de plus en plus jeunes, donc. Cette fois-ci, la bombe artisanale n'a pas explosé à proximité d'établissements scolaires, mais dans la cour de ce collège, en pleine récréation. Ça s'est passé sous le préau, et plus particulièrement, donc précisément ici. Donc manifestement, la bouteille était entreposée dans l'un de ces casiers, et à la récréation, donc, les élèves sont venus chercher cette bouteille et ont jeté cette bouteille sous le préau. Je pense que pour eux, faire exploser cet engin, eh bien, ça n'allait certainement pas avoir de grandes conséquences, un petit peu comme si c'était, je crois, d'après ce qu'ils ont pu dire, un énorme pétard. Le problème, c'est qu'un énorme pétard, c'est déjà dangereux, mais ce qu'ils ont fait exploser, c'était très dangereux. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément toujours conscience des conséquences, ni pour les autres, ni pour eux-mêmes. Heureusement, ce jour-là, les élèves n'étaient pas sous le préau. L'engin explosif n'a pas causé de blessures graves, mais certains élèves ont été intoxiqués, comme David. Qu'est-ce que c'était? Il y a mon copain qui a inhalé le gaz avec moi, et il m'a envoyé une vidéo de ce qui s'était passé, ce que ça a fait sous le gazier, la bombe. C'est une vidéo qui montre comment on fabrique cette bombe là? Et comment ça explose. Tu as le truc là, tu peux me montrer? Vas-y, fais voir ça, je suis un peu curieux là, parce que ça me paraît facile. Tous les élèves ont eu une grosse frayeur, et depuis l'explosion, certains échangent les images de bombes artisanales trouvées sur Internet. D'accord. David révèle même à son père qu'il suffit de quelques clics pour avoir la recette. Une note où ils expliquent comment on fait. Carrément? Oui. C'est ça que tu as eu, c'est le même nuage? Oui, c'est ça, j'ai... Comme ça, là. C'est merveilleux, c'est Internet. Comment ces vidéos peuvent-elles se retrouver sur Internet? Les hébergeurs Internet ont-ils les moyens et surtout la volonté d'empêcher la diffusion de ce type d'images? En pratique, ils devraient d'eux-mêmes retirer les images problématiques dès qu'ils les voient arriver. Mais la réalité, malheureusement, c'est qu'ils ne le font pas. Ils laissent et puis ils attendent une réaction éventuelle pour retirer. Et c'est s'ils ne répondent pas à cette réaction qu'alors là, la loi les considère véritablement comme responsables. Mais pour le procureur du tribunal de Melun, cette affaire de bombes artisanales symbolise la confusion qui règne dans l'esprit des plus jeunes. Quand on voit dans certains cas qu'Internet est tout simplement la nouvelle nounou pour un certain nombre de couples
parce que ça permet d'être tranquille, ça permet d'occuper les enfants, et pendant ce temps-là, on n'a pas la curiosité de savoir ce qui se passe devant l'écran. Donc ça également, c'est quelque chose qui devrait faire l'objet d'une prise de conscience des parents. Je ne suis pas sûr qu'elle existe encore pour le moment. Moi, je suis très pessimiste. Je ne devrais pas le dire, mais je suis effectivement très pessimiste. La loi protège encore beaucoup les délinquants mineurs. Est-ce qu'il faudrait la changer ? Il y a eu pas mal de modifications de l'ordonnance qui organise la justice des mineurs. Pour l'instant, ces changements n'ont pas fait preuve d'une grande efficacité. Donc, je ne sais pas si la réponse, elle est répressive et elle passera par des modifications législatives du code pénal, du code de procédure pénale. La réponse est probablement plus éducative sur les questions d'autorité. Parce que le fait d'envoyer un jeune à 12, 13 ans, 14 ans en prison risque d'aggraver sa carrière délinquante plus que de répondre aux problèmes qu'il peut poser à cet âge-là. Pour de nombreux adolescents, user de la violence devient banal. Face à cette inconscience, il ne faut surtout pas oublier que si les jeunes sont souvent les auteurs de ces violences, ils en sont aussi les premières victimes. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMC.